L'invité régional, Michel Picard. La fin en Syrie de plus de 50 ans de règne sanglant du clan Assad. Bachar al-Assad a trouvé refuge en Syrie. Bonjour Marwan al-Dandachi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue. J'ai pas écorché votre nom, c'est bon? C'est très bien. Vous êtes conseiller municipal et métropolitain à Lille. Tout à fait. Vous êtes aussi franco-syrien. Et c'est à ce titre que vous suivez de très près ce régime totalitaire qui s'est donc effondré dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 décembre dernier. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment d'histoire ? Je l'ai vécu comme un choc émotionnel parce que je m'étais fait à l'idée que Bachar al-Assad était redevenu un homme politique acceptable sur l'échelle internationale. Donc ça a été un choc émotionnel. D'abord dans le déni, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs des 14 dernières années qui sont passées depuis 2011, depuis les manifestations pacifiques. Donc ça a été vraiment un choc émotionnel et je pense que les Syriens et les Syriennes y sont encore. Ce que vous nous dites là, c'est que vous l'espériez, mais sans y croire en fait, ça faisait peut-être même pas partie des possibilités. Non, on avait abandonné tout espoir, honnêtement. Moi qui suis l'actualité, ça faisait effectivement 12 jours que je voyais des mouvements avec premièrement l'offensive sur Alep, qui a été conquise de manière très pacifique. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et donc ensuite, il y a eu Hama et Homs, et là, on était tous scotchés par le pacifisme et le souhait des rebelles de ne pas aller dans la confrontation, mais plutôt de se dire, déposons les armes tous ensemble. Tout est allé très vite, vous venez de le dire, l'offensive menée par une coalition de factions insurgées dont la plus puissante, c'est le groupe armé islamiste HTC, Hayat Tahrir al-Sham. Elle a duré 12 jours, cette offensive, elle est effectivement allée très rapidement, mais ça faisait des mois que l'attaque se préparait, la Turquie en soutien, mais en fait le Proche et le Moyen-Orient sont tellement en ébullition que les cartes se rabattent, les lignes bougent. Est-ce qu'il faut craindre l'arrivée d'islamistes parce qu'on parle tout de même de l'ancienne branche d'Al-Qaïda ? Je pense que de là où on part, par rapport à tout ce qui s'est passé, je crois qu'on ne peut pas avoir pire. Ce qu'on a vu dans les prisons, ça s'apparente à des camps de déportation, comme ce qu'ont vécu les Juifs sous les nazis. Et aujourd'hui, on est tout juste en train de prendre conscience de l'ampleur. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions. Et donc, pour moi, j'ai entièrement confiance sur le peuple syrien, sur sa diversité, sur sa force, sur sa résilience, pour faire en sorte que, justement, si demain, il y a des islamistes, ils seront à leur juste place, dans le respect de la démocratie, de la future constitution qui sera écrite et qui, avec le gouvernement transitoire actuel, s'arrêtera, enfin le gouvernement transitoire actuel, qui est composé d'un ancien Premier ministre de Bachar al-Assad et d'un représentant de HTS, s'arrêtera au mois de mars. Et à l'issue de ça, c'est l'expression démocratique pour le droit à l'autodétermination du peuple syrien qui doit se prévaloir. Marwan al-Dandachi, vous êtes passé un peu vite sur ce que l'on appelle le camp de la mort, par exemple, la prison de Saïd Naya. Elle est le symbole des atrocités du régime. Alors, pour faire simple, on est à une trentaine de kilomètres de Damas. Cette prison, elle a accueilli le premier détenu en 87. La construction avait été initiée en 78. Elle peut contenir entre 10 000 et 20 000 prisonniers. C'était un centre de torture. D'ailleurs, depuis 2011, on estime à 100 000 le nombre de Syriens disparus. On a l'habitude de dire que chaque Syrienne, chaque Syrien a un membre de sa famille qui est passé par cette prison. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pour ma part, j'ai perdu 41 membres de ma famille dans ce conflit depuis 2011. Des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Dans cette prison de Saïd Naya, j'ai un oncle qui a été disparu et on pense qu'il est décédé. Moi, je pense qu'au-delà de la torture, ce qu'on a constaté à ce stade, c'est de l'abattage industriel. C'est-à-dire qu'on a constaté une utilisation d'armes chimiques pour la dissolution des corps. Amnesty International envisageait une 50aine de pendaisons par jour. Et donc, c'est des chiffres qui, comme ça, sont anodins, mais finalement, c'est pas pour rien qu'il y a des milliers de Syriens et de Syriennes qui sont autour de cette prison, qui attendent des réponses. Et je pense que
la réussite de la transition en Syrie passera par l'identification des victimes et l'obtention des preuves pour pouvoir enfin faire son deuil. Beaucoup de Syriens pensent que leurs membres ont disparu ou sont morts. On a des personnes qui sont en prison depuis 40 ans, donc il y a ce petit espoir en vous qui vous dit peut-être que vous allez revoir un membre de votre famille. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est vraiment cette récolte de preuves pour l'identification des corps et que les familles fassent leur deuil. Mais ça, en fait, ça dépasse l'entendement. On a vu des reportages complètement fous d'anciens prisonniers qui sortaient le regard complètement perdu, incapables même de s'exprimer, qui voyaient le jour pour la première fois. Il y avait des enfants qui sont nés là. Ça paraît juste incroyable qu'en 2024, il existait encore un lieu dans le monde où c'était possible et où finalement, on le savait en fait. Oui, on le savait. On le savait, c'est-à-dire que aujourd'hui, les Syriens ont perdu la confiance envers les institutions internationales, sur leur capacité à justement pouvoir obtenir une justice internationale et ne pas laisser un tyran massacrer son peuple. Je pense que ce qui se passe en Syrie, c'est aussi inspiré du passé. C'est-à-dire que cette prison qui a été construite en 87, il faut le rappeler quand même que le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, il a été formé à l'époque à l'Union soviétique et donc il y avait aussi des liens avec des anciennes personnes du régime nazi qui ont aidé à la mise en place du système d'État en Syrie. Et donc, très clairement, pour nous en tout cas, on le savait, mais moi quand j'allais chaque été en Syrie, on me disait « Marwan, ne parle pas de politique, les murs ont des oreilles ». Même à distance, avec le bénévolat qu'on faisait ici, on avait peur que c'est des répercussions sur nos familles. Et puis les moukabarat. Comment ? Les mourabalat. Effectivement, les services de renseignement syriens qui, en France, étaient présents et je sais très bien que je les voyais, en fait. Je sais très bien que cette personne informait le Mouhabarat, que ces manifestants, M. Al-Dandachi, mon père, ma mère, à Rennes, ont manifesté sous l'association de Jasmin Damas. Moi, c'était Free Syria Lille. Donc, en fait, voilà, on était identifiés et on le savait à la frontière que si on voulait aller en Syrie, on aurait été emprisonné. Malgré notre nationalité française. Ça veut dire que vous aviez une chape de plomb, une autocensure permanente. Comment vous décrivez ça ? À partir du moment où nos proches, dans notre village, se sont révoltés et ont commencé à manifester, ont commencé à dire « on veut s'exprimer, on veut une alternative », finalement, la parole s'est libérée. Et ça a commencé avec la jeunesse. Et ça a emmené finalement les anciens qui... En 2011, pendant les manifestations, avaient peur de manifester avec les jeunes. Et puis finalement, il y a eu un effet boule de neige. Et cette force-là, on s'est dit que nous, membres de la diaspora syrienne, on a une responsabilité aussi de les soutenir. Et moi, ce qui me tenait à cœur, c'était pas forcément l'humanitaire en urgence, c'était surtout la sensibilisation. Parce que je le voyais bien que l'appareil médiatique qui était tenu par Bachar al-Assad et ses alliés allait vers des thèses complotistes. Comme quoi il n'y avait pas de manifestation pacifique par le peuple syrien en Syrie, comme quoi tout allait bien en Syrie. Et ça, pour nous, je pense que c'était le plus dur à vivre. Voilà. On parle Syrie avec Marwan Al-Dandachi, invité d'RCF, conseiller municipal à Lille, franco-syrien, interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, ont annoncé un gel des procédures des demandes d'asile de ressortissants syriens. En France, l'OFPRA va différer l'examen de 700 demandes d'asile. Actuellement, 45 000 ressortissants syriens bénéficient du statut de réfugié en France. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on arrête de donner le refuge, l'asile ? Est-ce qu'on renvoie, on accueille ? Qu'est-ce qu'on fait ? À titre personnel, je trouve que cette décision est assez hâtive. Aujourd'hui, ce que les Syriens ont besoin, c'est d'être rassurés et c'est de leur dire que demain, ce qui va se passer dans leur pays, il va y avoir un horizon. Il va y avoir des investissements pour faire en sorte que l'électricité soit rétablie, que l'eau soit rétablie, que les services publics également. Ça, c'est même si aujourd'hui, on le voit bien que les Syriens eux-mêmes nettoient leurs rues parce qu'ils sont fiers et ils sont très contents de prendre soin de leurs terres. Je pense que
ce qui se passe dans l'Union européenne vis-à-vis des réfugiés, c'est un effet d'aubaine, et que voilà, hein, on est dans un contexte politique qui est celui qu'on connaît vis-à-vis de l'extrême droite en Europe. Moi, je pense que ce dont on ne parle pas à travers ça, c'est surtout la Turquie, le Liban et la Jordanie, qui possèdent des camps de réfugiés, millions de personnes. On ne parle pas de quelques milliers de personnes en Europe, on parle de millions de personnes qui sont dans les pays frontaliers. Et aujourd'hui, ces personnes qui sortent des camps, bah, on le voit à la vidéo, tout le monde veut rentrer. Personne n'aimerait vivre dans un camp de réfugiés, en fait. Et quand ces personnes-là rentrent et qui se retrouvent face à leur maison ou leur appartement qui a été démoli, je pense que c'est ça qu'on leur doit, avant de leur dire que votre demande d'asile, on la rejette. C'est plutôt de dire, nous, Union européenne, vis-à-vis de votre transition démocratique, on va vous aider. Et demain, oui, il va falloir reconstruire le pays et on ne peut pas le faire tout seul. Et on va avoir besoin de l'aide. Vous êtes né en France, hein, en Bretagne, de parents donc, qui ont fui la Syrie. Vous n'y êtes pas retourné physiquement depuis la répression, depuis 2010-2011. Vous aviez l'habitude, enfant, comme bon nombre, de repartir au pays l'été, si j'ai bien compris, visiter la famille. Est-ce que vous allez y retourner ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir et je m'y projette déjà parce que tout le monde me manque. Et ma mère a déjà prévu d'y aller là tout de suite parce qu'elle n'a pas vu un certain nombre de frères et sœurs depuis 14 ans. J'avais été au Liban en 2012 et 2014 où j'avais justement, en plein conflit, pu voir ma famille réfugiée dans le nord du Liban parce que le village de mes parents, il est à la frontière libano-syrienne. Et j'avais vu de mes propres yeux les bombardements en Syrie, dans mon village. J'avais vu les blessés dans les hôpitaux. Et donc, quand j'étais revenu en France, j'avais déjà un peu ce choc traumatique de dire « Ah là là, qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Mais c'est fini. » Voilà. Et donc, ça m'a aussi motivé aussi à me mobiliser ici localement et à faire en sorte d'aider les gens à distance. Mais ouais, je pense qu'on on se projette déjà pour fêter tous les mariages, tous les diplômes qu'on n'a pas pu fêter. On se projette aussi pour faire les cérémonies d'hommage aux morts qu'on n'a pas pu faire. Donc oui, c'est sûr et certain. Oui, je ne l'ai pas dit, vous l'avez mentionné rapidement, mais effectivement, il y a déjà une douzaine d'années, vous militiez avec Free Syria. C'était dans le sillage de la répression du clan Assad, de la répression de celle que l'on pensait être une révolution de plus, et puis finalement qui a été tuée dans l'œuf par l'armée. On ne parle pas des anciens, parce que ces prisons tenaient, le régime tenait, les hommes, les femmes sont encore là. Comment on envisage l'avenir avec les geôliers présents à côté des anciens détenus ? Enfin, comment on peut envisager une réconciliation ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'a enduré le peuple syrien, ce qui est sûr, c'est que on veut la paix. Voilà. Et je pense que dans toutes les religions qu'il y a en Syrie, la miséricorde et le pardon sont des éléments très importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit absolument éviter qu'un chaos s'installe où il y aurait œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est essentiel. Et le fait que le mausolée de Hafez el-Assad ait été brûlé, la majorité des gens n'étaient pas d'accord. Parce que c'est pas bon, en fait. Et je pense que ça, c'est essentiel. Maintenant, on a besoin d'une justice restaurative. On a besoin, voilà, il y a mais ce qui n'est pas anodin, c'est qu'il y a des personnes qui se sont enfuies. Il y a des personnes qui sont à Dubaï, qui ont changé de pays, qui ont quitté. On a vu, toutes les caméras de la prison Saïd Naya ont été coupées. Donc, en fait, il y a une tentative de cacher, de dissimuler. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a des personnes qui sont responsables, qui méritent d'être mises en prison. Par contre, le jeune soldat exécutant à qui on a forcé le service militaire, parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Moi, j'ai des gens de mon âge à qui on a forcé le service militaire et à qui on leur a dit pendant les manifestations, vous allez faire la répression sur les manifestants de votre propre village. Donc, ça a dépassé l'entendement et c'est pour ça que l'armée de Bachar s'est aussi délitée. Mais voilà, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de remettre dans le contexte la chaîne de commandement et les petits soldats qui, eux, ils avaient besoin de manger aussi. Ou on leur a obligé le service militaire et ils étaient obligés d'y rester.
L'île Damas, 3300 km, ça fait une trotte tout de même, mais non, la Syrie n'est pas loin, puisque on en parle, la Syrie qui partage depuis 20 ans une frontière avec l'Union européenne, une frontière maritime, la Syrie, qui est une mosaïque. Vous venez de dire différentes religions, mais il y a différents groupes, différents peuples, différentes ethnies. Tout à fait. Le risque de morcellement est grand. Comment vous voyez l'avenir, vous ? Moi, je vois l'avenir comme je le voyais dans mon village, comme avant. C'est-à-dire que dans mon village, à Talcalar, qui est à côté du Crac des Chevaliers, on est entouré de villages alaouites, de villages chrétiens. Pendant les fêtes, on se rendait dans les villages voisins et eux venaient à nos fêtes. Donc en fait, avec ou sans Bachar al-Assad, les Syriens vivront tous ensemble. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Et je pense que c'est très précisément ce qui fait notre force. D'ailleurs, c'est l'un des signaux qu'on a eu très fort, très positif quand Alep a été prise. C'est que l'évêque d'Alep a pris une position et a été proposé comme étant pour devenir le gouverneur d'Alep. Et encore une fois, je pense qu'il faut replacer le contexte de la Syrie dans son histoire, c'est-à-dire qu'on est le berceau de l'humanité, on est le berceau de l'agriculture, et cette diversité de religions, c'est ce qui fait que... c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi viennent visiter la Syrie. On connu la Syrie comme étant un pays touristique où on pouvait voir des mosquées, des cathédrales. Moi, je me souviens, j'allais à l'hôtel Francis, à côté de mon village, un hôtel chrétien connu pour des touristes chrétiens et on allait s'amuser là-bas. Et en fait, ça va revenir, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui, en fait. Donc, les personnes qui essayeront de diviser les Syriens, je pense qu'ils vont vite se rendre compte que, en fait, avec les Syriens, on peut pas rigoler maintenant. On peut plus rigoler, en fait. C'est plus possible, en fait. Et ce qu'a fait HTS dans la région d'Idlib, qui est un laboratoire depuis 5 ans, où justement la coalition des rebelles du Nord ont cohabité ensemble. Ils avaient mis en place une police religieuse à un moment, et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne servait absolument à rien d'imposer les choses aux gens, parce que les Syriens, on ne peut pas leur imposer quelque chose. Et donc en fait, encore une fois, je pense que l'expression du suffrage et des urnes permettra aux Syriens de replacer le contexte de la société syrienne dans son ensemble, dans sa diversité, en respectant les minorités. Marwan Al-Dandachi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de votre pays finalement, en fait, parce qu'on a vu des reportages, mais de mettre des mots, d'entendre une voix, en parler, ça change tout. Vous êtes membre ici du groupe L'Île Verte au conseil municipal lillois, j'ai même pas précisé votre couleur tout à l'heure politique, et vous êtes franco-syrien. Merci d'avoir pris le temps de passer chez nous. Merci à vous.